Bonjour, bienvenue dans ce tout nouveau vlog que je finis par prendre l'habitude d'ouvrir en direct de la studio mobile. Alors que je suis en pause repas, donc nous sommes le vendredi 7 juin et j'entame un nouveau vlog avec vous. Avec, en fait, au menu, je vais avoir congé pendant la semaine qui suit. Et j'aimerais bien pouvoir lire et même le mot d'ordre, ça va être lire qu'est-ce qui me plaît parce que c'est pas un bon moment pour moi en ce moment au niveau équilibre psychologique. Et ben voilà, dans ce temps-là, il faut prendre soin de soi. Donc, c'est ça le but. J'ai donc décidé de me lancer dans une lecture audio que je viens tout juste d'entamer, que j'ai commencé parce que je l'ai vu passer dans la plupart des comptes BookTube que je suis. Et j'en avais jamais lu, donc j'ai décidé de découvrir l'auteur Valentin Musso. Voilà, et avec son titre le plus récent, Le mystère de la maison aux trois ormes. Donc, c'est publié chez Seuil. Moi, je l'écoute en audio, mais comme vous avez pu voir, je l'ai aussi emprunté en numérique. J'avais envie d'essayer. Je pense pas que c'est du Valentin Musso typique. J'ai jamais lu de Musso, Guillaume ou Valentin. Je sais. On dirait que c'est pas nécessairement un style d'écriture qui d'emblée avait l'air de me plaire, mais dans le fond, je me suis dit que peut-être qu'il fallait quand même que je tente le coup. Valentin Musso, je crois que c'est plus quand même du policier qu'autre chose, mais ça a l'air d'être du petit. Ici, un hommage clairement, en tout cas, un hommage à Agatha Christie parce que on va y retrouver un ancien commissaire de la police judiciaire, Louis Forestier, qui vient tout juste de prendre sa retraite et qui a été invité par le comte de Montalembert dans la maison aux trois ormes parce que le comte reçoit des lettres anonymes depuis un certain temps, puis il est un peu inquiet. Quand le commissaire va arriver là-bas, l'ancien commissaire, ça va être une espèce de grande demeure. Donc, on est vraiment... Ça sent un peu disons, ils étaient 10, même s'ils ne sont pas sur une île. Et il va se rendre compte qu'il y a aussi 3 autres invités qui sont là. Et de la manière dont on s'est présenté, le comte a l'air d'être quelqu'un qui veut un petit peu... il a l'air d'être inquiet pour sa vie, mais en même temps, il lance des sujets comme « Qui d'entre nous, selon vous, ferait le meilleur meurtrier? » Ça m'a fait clairement penser à Carte sur table d'Agatha Christie. Donc, déjà, on est un peu dans le principe de Ils étaient 10 et Carte sur table. C'est même des archétypes de personnages qui sont présents. Il y a comme un médecin, un ex-policier. Ça fait vraiment penser, dans le fond, à Carte sur table. Une jeune femme qui a l'air un peu vulnérable, mais qui a l'air finalement d'être une vraie tough, une vraie femme déterminée. Donc voilà, donc on se lance là-dedans et bien vite, on va comprendre que la personne qui a invité, là je vous dis vulgaire chien parce que c'est dans la présentation de l'éditeur, mais le comte va malheureusement être retrouvé assassiné. Donc j'imagine que Louis Forestier va mener l'enquête. Alors voilà, donc je vais se plonger là-dedans, ça réinvente zéro la roue. C'est un hommage potentiellement à Agatha Christie, donc bon, je me plais bien là-dedans. C'est pas la plume du siècle non plus, mais à date, ça va. On est vraiment dans les personnages tirés à grands traits pour le moment, mais je cherchais pas vraiment autre chose. J'ai besoin de quelque chose qui va me faire sourire un peu, qui n'est pas nécessairement quelque chose que j'ai déjà lu parce que je vais quand même essayer de me garder un peu alerte, mais qui est quand même dans le prévisible, disons. Je n'ai pas besoin d'avoir de l'imprévisible en ce moment. Donc, voilà pour ma lecture en cours. Et sinon, on vient tout juste de recevoir à la bibliothèque la revue Les Libraires de l'été. Donc, je suis super contente parce que je vais pouvoir, ça tombe bien, je vais pouvoir le feuilleter pendant mes vacances. Donc, c'est la revue qui est c'est ça, de l'été, juin, juillet, août. Donc, moi, j'ai réussi à mettre la main sur la version papier. Vous savez que c'est disponible dans les librairies indépendantes et dans la plupart des bibliothèques municipales au Québec. Mais sinon, pour les gens qui sont outre-mer, potentiellement, si vous êtes curieux, c'est une revue qui est vraiment bien faite. C'est aussi disponible sur Revue Les Libraires, je pense. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est aussi disponible en feuilletage virtuel. Donc, si jamais vous voulez jeter un œil, c'est vraiment chouette. Alors, sur ces bonnes paroles et au moment où mon auto se réchauffe et qu'il fait un petit peu chaud, hein, c'est toujours un peu ça, la limite de durée de mon mot d'intro pour le vlog. Eh bien, voilà, on va démarrer le tout en se disant, allez, on se lance ça.
Hey, bonjour! Alors, me voici en ce samedi matin et je suis en congé. Bon, pour encore quelques jours, en fait, presque une semaine. Puis, ben là, je suis vraiment contente, ça me fait du bien. Je suis comme une espèce dans un nirvana de temps sauvage, comme on dit. Et ben, je vous reviens parce que j'ai lu ce matin, in extremis, encore une fois, un roman graphique que ça faisait super longtemps qu'il était dans ma pile à lire. Puis, bien, il faut que je le rapporte à la bibliothèque aujourd'hui, donc pas le choix. Et pourtant, c'est un roman graphique que j'ai vu passer beaucoup, qui a des excellentes critiques, qui a été recommandé même sur leslibraires.ca, que j'avais envie de lire, mais c'est juste que c'était pas nécessairement un contexte ou un sujet qui, par défaut, est quelque chose qui m'interpelle habituellement. On est plus dans le monde de la magie, mais plus comme paganisme, rite païen, tout ça. Puis ça se passe dans un milieu moyenâgeux. Et il s'agit de Rébis. Donc, je dis Rébis ou Rébi, mais Rébis ou Rébi. C'est publié chez Les Lombards et les créatrices sont Irène Marchesini et Carlotta Di Cataldo. Et voilà, donc ceci. Et je vous ai mis quelques planches, je pense, juste un petit peu avant. Puis j'ai voulu la présentation qui a été mise sur les sites de librairie parce qu'à l'arrière, c'est pas une quatrième de couverture, c'est une citation. Mais je pense que ça vaut la peine peut-être que je vous lise rapidement pour que ça vous donne une idée de ce que c'est. Alors, c'est parti. En plein Moyen-Âge, Martineau a eu le malheur de naître albinos. Rejeté par son père, harcelé par les autres enfants du village, il s'enfuit et, en plein cœur de la forêt, rencontre Viviana, une sorcière. Au sein d'une sororité de femmes mises au banc de la société, le jeune garçon grandit et se révèle à lui-même pour tenter d'accepter sa différence face à l'intolérance. Bon, dit comme ça a l'air un peu « Ceci est un roman graphique qui veut passer un message », mais qu'est-ce que je pourrais vous dire de mon expérience de lecture? En fait, j'ai vraiment adoré mon expérience visuelle. C'est un roman graphique dont l'ambiance visuelle est comme sublime. C'est tellement bien fait. Il y a autant un côté éthéré, malgré qu'on soit dans le Moyen-Âge, mais il y a aussi un petit côté un peu funny. On voit ici qu'on est quand même un petit peu plus proche, peut-être même des personnages un peu comics, mais on est vraiment dans un milieu moyenâgeux. Ça, j'ai adoré ça. Les personnages principaux, donc le fameux Rébis, mais Martineau, parce que oui, je vous ai un petit peu spoilé, mais Rébis, Martineau, c'est un petit peu la même personne. Et Viviana, la sorcière, l'espèce de sororité et tout ça. Puis, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que la mise en contexte, ça se passe au Moyen-Âge. Très rapidement, on est plongé au sein de cette espèce de période-là où la différence était vraiment était éliminée de la société. Donc, dès qu'on avait un doute sur, c'est vraiment le côté Moyen-Âge, puis le côté comme la religion qui veut éteindre un peu tout ce qui est différent, tout ce qui est croyance autre. Et puis, dans le fond, le roman graphique s'ouvre sur une scène de sacrifice, malheureusement, on brûle des personnes qui sont considérées comme des sorcières parce qu'elles étaient différentes. Et ensuite, on va suivre justement ce jeune garçon-là qui va naître au sein d'une famille assez traditionnaliste et qui va être extrêmement différent. Les parents vont... le père d'emblée va au départ être tenté de le rejeter, mais comme c'est un gars et qu'il n'y a eu pas beaucoup de garçons, ben, il va quand même le garder. Mais la mère et puis les sœurs sont très proches de cet enfant-là. Et puis éventuellement, ben, malheureusement, on est au Moyen-Âge, donc les villageois vont commencer à associer automatiquement tout ce qui est leur malheur, les mauvaises récoltes, et tout ça à cet enfant-là. On est quand même dans une autre époque. Et l'enfant va être un peu comme banni, va être envoyé pour rejoindre quelqu'un lointain. Et évidemment, on va suivre aussi plus son quotidien, c'est-à-dire que c'est un enfant qui est très curieux, qui est très proche de la nature, mais qui malheureusement doit un peu aussi naviguer dans tout ce qui est violence et tout ça qui est fait aux gens qui sont différents. Et il va rencontrer par hasard cette fameuse Viviana-là, qui est la fameuse sorcière ici, qui a un air un peu rébarbatif, mais qu'on apprend beaucoup à aimer. Et qui habite au sein de la forêt, puis qui va l'accueillir, puis le prendre tel qu'il est. Éventuellement, on va finir par comprendre quel est son passé, quel est le lien. Et Rébis va finalement avoir tellement un lien de confiance avec cette personne-là que lorsqu'il va être chassé de la maison, c'est chez elle qu'il va se retrouver. C'est vraiment une belle histoire de... C'est un roman un peu... je sais pas comment dire ça. C'est un peu un roman initiatique parce que c'est quand même un roman où on met de l'avant c'est tout ce qui mène à l'émancipation du jeune garçon, ben en fait, qui finalement devient un peu non-binaire vers la suite des choses parce qu'en fait, il devient plutôt rébis, puis rébis, ça n'a pas nécessairement un genre particulièrement associé. Son émancipation par rapport à son estime de soi, qu'il est, qu'est-ce qu'il a envie de vivre et tout ça. Puis c'est quand même quelqu'un qui, lorsqu'il réalise qu'il peut faire partie d'une espèce de sororité, puis de justement un endroit où il y a un autre genre de spiritualité, où on met de l'avant certains
pouvoirs un peu occultes qui vont faire en sorte que la vie peut être vraiment différente et moins obscurantiste, comme ici au village. Évidemment qu'il va y avoir un peu un côté de, pas de haine, mais de revanche à prendre peut-être sur son passé. Mais ce que j'ai aimé, c'est que tout au long de ça, plutôt que d'être dans une espèce de clivage connu entre la chasse aux sorcières et puis tout ça, donc on a ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que les membres de la fratrie de Martineau, donc les filles, vont toujours rester comme... En fait, vont toujours l'avoir pris tel qu'il est, sans aucun problème, sans aucun questionnement, puis ils vont demeurer comme ça, ce qui va d'ailleurs mener à certains événements. Ça, je trouve ça super intéressant, comme quoi, c'est pas comme si, mettons, l'ensemble de la population moyenâgeuse était comme un bloc, il y avait encore, la mère était aussi plus ouverte d'esprit et tout. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Et j'ai bien aimé aussi l'espèce de petite bande... dans le fond, de femmes déterminées et hors du commun qui vont se rassembler autour de Viviana et de Rébis. Donc, tout ça, j'ai trouvé, c'est surtout pour moi une lecture d'ambiance, une lecture qui fait référence à quelque chose, donc le côté chasse aux sorcières, le côté différence, le côté ouverture à tous les horizons. Le côté faire rayonner sa différence plutôt que, en fait, ne pas laisser les autres nous la faire subir et tout ça. Ça, j'ai beaucoup aimé ça de la manière dont c'est présenté, donc comment le sujet était abordé, le visuel, la narration. Mon seul bémol qui fait que c'est pas un coup de cœur parce que j'ai vraiment adoré ma lecture. En fait, c'est mon seul bémol, c'est comme les 10 dernières pages. À la fin, ça devient un peu, puis ça, je l'ai lu dans quelques recensions, mais ça devient un peu chaotique éventuellement lorsque Martineau devient comme Rébis, donc prend un peu la décision de vraiment officiellement faire partie de cette espèce de sororité-là. Il va faire plein d'actions qui ne semblent pas tout à fait en phase avec comment on connaît le personnage depuis le début. En même temps, ça représente potentiellement l'espèce de passage à l'âge adulte, en fin de compte. Donc, il y a un peu le côté un peu revanche, alors que techniquement, c'était pas un enfant qui était cruel parce que peu importe qu'est-ce qu'il avait vécu, c'est pas comme ça qu'il l'exprimait. Puis, il y a une fin complètement inattendue et ouverte, totalement ouverte, assez que j'ai relu les 10 dernières pages en me disant est-ce que c'est moi que mon esprit a vagabondé ailleurs, puis j'ai pas vu passer les pistes qui nous menaient à là. Donc j'admets que la fin m'a un petit peu laissé pantoise, mais peut-être pas du côté positif de la chose. Mais sérieusement, empêchez-vous pas de le découvrir pour ça. Je pense que c'est intéressant de peut-être justement, sur cette fin très ouverte-là, de se demander qu'est-ce qui a pu se passer. Je trouve que le parcours des personnages est tellement bien amené, tellement habile, puis la mise en image tellement évocatrice que ça vaut la peine vraiment de s'y plonger. Donc, très bonne lecture pour le fameux Rébis ici de Le Lombard, chez Le Lombard des Reines Marchesini et Carlotta Di Cataldo. Donc, voilà pour ma première lecture terminée. Sinon, ben, je continue ma lecture audio. C'est vraiment un côté de mon premier Valentin Musso, mais qui, je crois, n'est pas vraiment typique de sa plume habituellement. Et ma foi, j'ai l'impression de lire, et je crois que c'est ça, c'est vraiment un hommage à l'âge d'or du roman policier du début du 20e siècle. Donc, on retrouve de tout, là. Il n'y a pas que Agatha Christie, on retrouve un peu des accents de Gaston Leroux, des personnages forts comme enquêteurs. On a même peut-être même du Dorothée Elsayer, parce qu'on a un peu la noblesse qui enquête. En tout cas, ben pas vraiment parce que c'est un policier, mais bref, tout ça. Le côté, c'est vraiment une énigme de chambre close qu'on appelle, donc c'est quasiment comme une partie de clous avec, je sais pas, là, Mademoiselle White dans la bibliothèque avec un chandelier. Et je sais pas trop où ça va mener. C'est sûr que si on reste dans le côté, disons, pastiche, mais pastiche, je sais pas si on peut dire un pastiche, mais parce que c'est quand même, c'est quelque chose qui se prend quand même au sérieux. C'est ça, en fait, qui, je pense, me désarçonne jusqu'à maintenant, c'est que c'est un hommage qui se prend quand même relativement au sérieux dans le sens qu'il essaie de bien respecter tous les codes. Mais pour moi, jusqu'à maintenant, c'est comme plus un exercice de style. J'ai pas, tu sais, je me suis pas particulièrement, je veux dire, je suis pas détachée de l'histoire. J'aime toujours ça, ces histoires-là. Donc, pour moi, c'est comme si j'écoutais un petit mystère à la télévision. Puis, c'est des codes que je connais. Donc, c'est bien. Puis, c'est ça que je vous avais dit. C'est ce dont j'avais envie. Donc, je le fais. Mais pour le moment, comme c'est seulement un hommage, puis qu'il n'y a peut-être pas un angle différent, jusqu'à maintenant, je ne sais pas trop si je retournerais potentiellement à Valentin Musso dans le sens où si c'est ça, absolument, ça pleut, mais vous me le direz. Parce que, en fait, je veux dire, tant qu'à ça, j'aime autant lire les auteurs de l'âge d'or du roman policier à l'époque, parce que là, c'est vraiment comme...
c'est pas de la copie parce que c'est pas... il y a tellement d'influences qu'on perçoit puis qui sont bien amalgamées. Ça, c'est vrai que c'est un bon travail qui est fait, dans le sens où c'est tellement fusionné qu'on n'a pas l'impression qu'il est en train de reprendre spécifiquement une énigme en particulier ou une structure assez typique de l'époque, mais en même temps, pour moi, c'est comme si c'est pas suffisamment intégré. Je sais pas comment dire, c'est comme si l'auteur avait bien compris, identifié tous les codes, mais c'est comme si ce n'était pas approprié suffisamment. Fait que, dans le fond, pour moi, je les perçois tous. Je perçois pas ça comme un fond uni et nouveau qui est la plume de Valentin Musso qui a décidé de s'inspirer de ça, mais plutôt comme Valentin Musso qui fait un exercice de style puis qui s'assure de bien placer tous les codes de l'époque. Donc, pour le moment, c'est comme ça. En même temps, ben, je vais le finir parce que c'est plaisant, là. C'est pas déplaisant du tout. Mais je sais pas si ça va me laisser un souvenir impérissable. Mais bon, voilà. Donc, où j'en suis dans le Valentin Musso. Puis bon, on verra pour la suite des choses. Comme c'est une semaine de congé, je sais pas trop ce que je vais faire. Est-ce que si jamais je vois que je me mets à affiner beaucoup, est-ce que je pourrais pas vous sortir un vlog, une partie du vlog le mercredi qui s'en vient? Puis l'autre partie pour le samedi, pour pas que ça vous fasse... Ou le mardi, disons, puis l'autre partie pour le samedi, pour pas que ça fasse un vlog trop long. Je sais pas trop, mais je vais voir parce qu'en fait, je vais juste me laisser porter. Donc, si je profite d'autre chose que la lecture, ben ça sera un vlog régulier. Puis sinon, ben peut-être que vous aurez un vlog en 2 parties. On verra bien. Alors, voilà. On se dit à tout bientôt! Durant la guerre 40-45, pendant l'occupation allemande, on va être emmené en plein Ritz et on va suivre un barman qui... Enfin, le Ritz va être très fréquenté par la Gestapo, par les collabos, etc. Et on a ce barman qui va du coup être forcé de travailler pour... Et bonjour! Alors, je vous fais un petit coucou en ce lundi matin avant midi grisounet pour vous parler de ma lecture que je viens de terminer. En fait, j'ai terminé hier soir, mais bon... Alors, c'est le fameux Valentin Musso. Et comme vous pouvez voir, il y a un peu d'excitation dans ma voix, donc ça le fait finalement. Et malheureusement, je ne pourrais vraiment pas pour vous dire beaucoup d'autres choses parce que tout ce que je pourrais vous dire qui a fait en sorte que mon expérience de lecture a changé, c'est un peu quelque chose qui va divulgacher. Ce que je peux par contre vous dire, c'est que l'originalité de ce roman-là, c'est en effet, évidemment, de jongler avec les codes du roman policier de l'âge d'or du policier du début du 20e siècle. Mais tout le plaisir de lecture, tout le talent de la plume est dans la structure. Donc, tout se passe là. C'est un roman qui est divisé en 3 parties. Et je peux vous dire que si la première partie vous semble moins peaufinée, disons, il faut s'accrocher. Pas parce que la première partie est mal faite, mais parce qu'il faut s'accrocher, parce que 3 parties, parce que la force réside dans la structure. C'est tout ce que je peux vous dire. J'ai vraiment apprécié ça. C'est pas un coup de cœur. Je sais pas si ça veut dire que je vais relire du Valentin Musso nécessairement, parce que je pense que celui-là, ça semble être un peu comme un ovni dans son œuvre littéraire, mais j'ai passé un bon moment. Pour toutes les personnes qui connaissent bien les classiques du roman policier au début du 20e siècle, je pense que c'est intéressant parce que c'est des références qui font sourire. Et soyez rassurés, c'est finalement, au final, très bien utilisé. C'est pas juste... C'est très bien utilisé, c'est pas juste calqué, c'est pas juste un hommage ou un pastiche ou quelque chose comme ça. Et sinon, pour les personnages... C'est aussi dur de vous en dire plus, mais c'est sûr qu'on est quand même dans des personnages qui sont, je dirais, à 3 dimensions, mais pas totalement. C'est-à-dire qu'au début, je disais c'est des personnages qui sont des archétypes et tout ça, puis je pense que c'est ça le but, parce que comme je vous dis, c'est vraiment un roman qui semble faire le pari de jongler avec les codes du roman policier du début du 20e. Et à cette époque-là, c'était quand même des personnages qui étaient plus typés. Ça se passe dans un milieu qui était un peu similaire. On était souvent comme dans l'aristocratie. Il y avait souvent vraiment des personnages classiques, comme je vous disais, là, un riche comte, un policier, un médecin, une grande dame de la haute qui fait un peu scandale, des serviteurs qui sont fidèles ou pas, ce genre de trucs-là. Et c'est sûr que ça joue là-dedans. Donc, je pense que Valentin Musso a bien emprunté ces codes-là. Et finalement, il finit par
être en mesure, malgré le pari qu'il fait de jongler avec ces codes-là, avec des archétypes et tout, de mettre un peu plus de viande autour de l'os au fur et à mesure du roman. Vraiment, c'est bien fait. C'est très bien fait. Comme je vous dis, ça reste que c'est pas... Je pense que c'est une idée... l'idée de sa structure particulière fait en sorte qu'il, justement, transcende un peu le pastiche. Cela dit, ça reste que pour toute personne qui a aimé ça, on va trouver notre plaisir parce que, justement, on va à la fois donner un nouveau souffle à un peu ces codes-là sans les dénaturer. Donc, c'est pas mal tout ce que je peux vous dire sur ce roman-là parce que déjà, ça se peut quand vous en ayant dit comme ça vous allume des petits... ça vous lève des petits drapeaux qui font en sorte que pour vous, vous voyez déjà un peu qu'est-ce que c'est. Mais j'ai trouvé ça fort plaisant, fort intéressant. Je l'ai écouté en audio en partie, mais finalement, j'ai presque écouté la moitié à peu près en audio. Puis après ça, je l'ai lu en numérique parce que je ne l'avais pas en papier. Puis, ben, comme je vous dis, c'est un ou l'autre, l'expérience. Je dirais que l'expérience audio elle fait un peu plus typique, justement, âge d'or du roman policier. Donc, peut-être que ce qui fait en sorte que je vous dis que il y a trop parties, que la structure peut faire en sorte que notre expérience change. À mon avis, ça va être amplifié par la version audio parce que, bien entendu, c'est fait par un comédien, il va mettre d'emphase, il y a un peu plus d'ambiance, c'est des voix de personnages et tout. Cela dit, en version papier, c'est tout à fait intéressant. On n'a pas... Dans le fond, c'est plus une plus-value, disons, pour la version audio, mais c'est pas nécessaire. C'est pas quelque chose que je vous dirais, allez-y en audio absolument. En papier, ça va aussi. Donc, très bonne lecture. Très surprise de dire très bonne lecture. Je suis bien contente. Ça m'a fait plaisir, finalement, d'avoir ça pour m'accompagner dans les derniers jours qui n'ont pas été évidents. Mais c'était fort plaisant. Je ne sais pas trop en ce moment vers quoi je vais me tourner. Comme je vous disais, je ne sais pas si je vais vous sortir un long vlog ou 2 petits vlogs. J'ai comme un peu le goût de sortir 2 petits vlogs cette semaine, comme je suis en vacances, parce que comme ça, j'aurais pas besoin de m'en faire si je me mets à déblatérer puis à faire des digressions sur un sujet en me disant « Ah non, faut que déjà que mes vlogs sont longs, faudrait pas que ça dépasse trop. » Donc, ça se peut que je fasse ça, mais je me mets pas de pression. Donc, vous allez avoir la surprise autant que moi, finalement, dépendant de comment les choses vont évoluer. Mais là, bien sûr que je suis rendue à une prochaine lecture. J'ai des livres de bibliothèque qui m'attendent, des romans, des BD particulièrement. Un roman graphique, une BD. Des courts romans que je pourrais sans doute dans lesquels je pourrais sans doute me plonger. J'admets que je suis un peu... J'ai revu passer sur les réseaux, en fait parce que j'ai écouté un dernier vlog de Triple L de Mag, mais j'ai revu passer L'inconnu du portrait de Camille de Peretti, que j'avais comme un peu noté dans mes livres que je voulais vraiment lire. Puis c'est juste qu'encore une fois, j'y ai pas accès en papier. J'ai réussi à l'avoir en numérique, mais je l'ai pas en audio. Donc c'est sûr que là, pour mon questionnement par rapport à ce que je vais écouter dans les prochaines en déplacement, c'est pas encore réglé, mais je vais voir ce que je vais faire. Mais ça, je sais pas si je vais lire, mais ça me tenterait peut-être de lire cette semaine si jamais j'ai la chance. Ça changerait complètement. On est dans le milieu de l'histoire de l'art. Mais aussi dans un espèce de roman voyage historique, dans le sens qu'un roman qui nous fait un peu voyager à travers l'histoire d'un sexe. J'aime beaucoup ça quand c'est comme ça. Puis depuis que j'ai lu Les yeux de Mona, j'ai une petite curiosité pour l'histoire de l'art quand même un peu. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais je me laisse porter potentiellement par ce qui va croiser mon chemin. Alors, de toute façon, nous, on va se revoir. Alors, à bientôt! Hey, bonjour! Alors, je vous prends ce matin, en ce mardi matin, pour vous parler de une petite mini sortie en librairie que j'ai faite hier, en librairie d'occasion, mais j'ai pas, puis en vraie librairie, sur un coup de tête un peu. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai, puis ensuite, je vais parler de ma lecture que j'ai terminée. Puis ça va clore cette première partie de vlog, puisque je pense que je vais vraiment faire un vlog sur deux parties cette semaine parce que dans le fond, j'ai beaucoup de temps, donc je lis beaucoup, donc je veux pas que ça fasse non plus 3 heures. Donc, voici ce que j'ai trouvé en librairie d'occasion. J'ai pas pu résister parce que c'était une ancienne édition, ici, comme vous pouvez voir, désolée.
de La mare au diable de Georges Sand. Et ça fait longtemps que je veux lire du Georges Sand. Puis je sais pas si c'était La mare au diable avec lequel je voulais commencer, mais je trouvais que cette édition-là était vraiment intéressante. Il y a même des petites... Ben, vous voyez, c'est vraiment à l'ancienne. Puis il y a même des petites... il me semble qu'il y a une plage d'illustration au départ. Oui, on nous donne un visuel de La mare au diable dès le départ. Et pour ceux qui ne connaissent pas le résumé de La mare au diable, comme c'était le cas pour moi, je vais vous lire qu'est-ce qui est indiqué pour les éditions, l'édition poche, dans le fond, le livre de poche et tout ça. Donc ça dit... On l'appelait la mare au diable, car ses brumes, le soir, égaraient les voyageurs. Perdus à leur tour, Germain, Marie et le petit Pierre sont forcés d'y passer la nuit. Le laboureur et la jeune fille ont le cœur triste. Germain va chercher une épouse pour s'occuper de ses enfants orphelins de leur mère. À quoi bon se marier, pense-t-il, quand l'amour n'y est pas? Et Marie a quitté sa mère ce matin, en larmes, pour se louer comme bergère à la ferme des Ormeaux, si loin. Seul, petit Pierre, le fils de Germain, est heureux et confiant. De lui dépendra le sort de ceux qui l'aiment tant. Dédié à Chopin, ce bref roman champêtre a un charme inégalé. Georges Sand a vu le beau dans le simple. Elle chante, quelquefois en patois, les joies de l'amour, de l'enfance et du travail de la terre. Donc, je ne savais pas que c'était ça le résumé, mais je suis vraiment contente que ce soit ça parce que c'est un style qui m'intéresse beaucoup. Donc, je vais voir quand je vais me le placer comme lecture. Ensuite, je suis passée en librairie pour une raison que vous allez comprendre éventuellement. Je pense que j'ai un petit peu brisé mes livres, mais c'est pas grave. Et je suis tombée, j'ai pas pu résister à acheter le plus, je sais pas si c'est le plus récent, mais un opuscule d'une autrice que j'aime beaucoup, qui est Sarah Pennypacker, que j'avais particulièrement adoré dans sa duologie Pax. Si jamais vous avez jamais lu ça, il faut absolument lire ça. Et c'était celui-ci, là, je l'ai pris en langue originale, mais il existe en français aussi, et c'est Liva at Last de Sarah Pennypacker. C'est édité chez Balzer & Bray, qui est un label de HarperCollins. Donc, on est vraiment dans le livre jeunesse, là, ici, comme vous pouvez voir, avec des petites... écrit assez gros, c'est un peu le même format. C'est écrit Age... c'est écrit 8 à 12 ans et salariat, mais bon, ça, je me méfie toujours un petit peu. Puis, je vais aussi vous lire la 4e de couverture en français parce que ça existe et pourquoi pas. J'avais pris un petit marque-page estival de le livre de poche, je trouvais chouette. C'est un zèbre bicolore. Alors, allons-y pour la 4e. Désolée pour ma grosse face. Alors, voici pour Liva at Last. Céla et la fleur d'épine se demande à quoi servent les gens. Accompagnée d'un blaireau caractériel et orphelin, d'un garçon allergique au risque vêtu d'une combinaison de protection et de bibliothécaire donneur d'aventure, elle part en quête de réponse, déclenchant sans s'en rendre compte une incroyable réaction en chaîne qui met la ville sans dessus-dessous. Ça me plaisait bien parce que, bon, malheureusement, je viens de voir qu'ils ont traduit le prénom, ça m'énerve quand ils font ça. Liva devient Céla dans la version française. C'est publié chez Gallimard Jeunesse pour ceux qui veulent le découvrir. En fait, c'est publié, ça vient tout juste de paraître en français au Québec. Donc, et ce que j'ai bien aimé, c'est que ça faisait ça avait un petit quelque chose. C'est peut-être parce que les dessins me faisaient penser au dessin de Quentin Blake. Et ça me faisait penser un peu à la limite à un mélange entre, à du Roald Dahl, mais plus version Mathilda. Donc, on dirait que j'avais comme envie de découvrir ça. Puis bon, c'est Sarah Pennypacker. J'ai jamais été déçue par Sarah Pennypacker. Donc, un petit jeunesse qui vient s'ajouter dans la pile. Et enfin, vous allez comprendre pourquoi, mais j'ai pris la décision d'acheter un livre que je viens tout juste de terminer. Et parce que ça m'a marqué et que je veux l'avoir. Donc, c'est le fameux, oui, le fameux L'inconnu du portrait de Camille Desperetti. C'est chez Calman Lévy. Et j'ai terminé la lecture de ce livre-là hier soir. Mais déjà, quand je suis passée en librairie, dans le fond, j'avais déjà l'intuition que ça allait être quelque chose que je voulais avoir absolument entre les mains. Donc, quelle lecture magnifique. Quelle lecture marquante. En effet, je vous en avais un peu parlé, puis il me semble que je vous avais lu la 4e de couverture. Je ne sais pas si je vous avais lu la 4e de couverture. Je pense que non. Peut-être. Je vais vous la relire au cas. Peint à Vienne en 1910, le tableau de Gustav Klimt, Portrait d'une dame, est acheté par un collectionneur anonyme en 1916, retouché par le maître un an plus tard, puis volé en 1997 avant de réapparaître en 2019 dans les jardins d'un musée d'art moderne en Italie. Aucun expert en art, aucun conservateur de musée, aucun enquêteur de police ne sait qui était la jeune femme représentée sur le tableau, ni quel mystère entoure l'histoire mouvementée de son portrait.
des rues de Vienne en 1900, au Texas des années 80, du Manhattan de la Grande Dépression à l'Italie contemporaine, Camille de Peretti imagine la destinée de cette jeune femme ainsi que celle de ses descendants. Une fresque magistrale où se mêlent secrets de famille, succès éclatant, amour contrarié, disparition et drame retentissant. Un excellent résumé. Je ne sais pas quoi vous en dire de plus. Donc, en effet, on va vraiment suivre dans ce livre-là l'histoire de la personne qui aurait posé pour Gustav Klimt pour ce portrait-là. Un portrait qui, dans cette histoire-ci, mais je ne sais pas si c'est une information vérifiée, aurait été retouché par le peintre, donc comme ça arrivait des fois. Donc, en fait, le peintre a repeint par-dessus sa toile pour modifier des détails parce qu'originalement, ça a été un portrait où la femme avait un gros chapeau rouge, puis une espèce de châle qui évoquait plus une fille de légère vertu à l'époque que ce portrait-là. Et ma foi, c'était un coup de cœur absolu, premièrement. La plume de l'autrice, c'est une plume qui est... Je dirais que c'est sa plume et son agilité de structure, son originalité dans la structure, la façon dont elle maîtrise son lien avec le lecteur qui m'a marqué. Mais quand je dis que sa plume était extraordinaire, c'est pas parce que c'est une plume qui est ampoulée ou qui est fleurie. C'est vraiment une plume simple. C'est ça qui est intéressant. C'est une plume simple qui est sans prétention, qui est très authentique et à la limite du quatrième mur. Donc, dans le fond, les narrateurs qu'on va suivre au fur et à mesure de l'histoire ne vont pas nécessairement briser le quatrième mur, mais c'est qu'on va très facilement passer de leurs interactions réelles avec les personnages de l'histoire avec leur introspection qui est sans filtre. Donc, c'est vraiment intéressant parce que peu importe les époques, donc qu'on soit au début du 20e siècle ou un peu plus tard, on sent que en fait, c'est pas parce qu'on était dans une époque où il y avait des contraintes que les esprits en avaient. Donc ça m'a beaucoup plu, c'est ça que je veux dire par la plume de l'autrice. Je trouve qu'elle a fait un choix qui était intéressant d'aller dans la simplicité, mais cette simplicité-là, elle est complètement appropriée. Elle fait complètement se déployer, en fait, l'intériorité des personnages, sans que ce soit lourd et ça ajoute vraiment à la crédibilité de ces personnages-là, même si on parle ici de personnages qui font partie de différentes classes sociales. Donc, comment c'est composé, je ne pourrais pas beaucoup vous en dire parce que je ne vais pas non plus vous divulgacher, mais dans le fond, c'est qu'elle propose plutôt que d'avoir un récit qui est linéaire, donc on part d'un portrait puis on essaie un peu comme un cours d'histoire, de retrouver qu'est-ce qui potentiellement aurait pu se passer, qui est cette femme-là potentiellement, comment sa vie s'est passée et tout. Elle nous présente d'abord le fait qu'on retrouve le fameux portrait, donc comme on s'est mentionné à l'arrière, récemment, donc au 21e siècle. Et ensuite, elle va nous entraîner avec elle dans un récit un peu choral qui nous ramène dans le passé, nous fait virevolter, disons, entre les époques et pas nécessairement de façon standard, dans le sens qu'on ne va pas nécessairement passer de façon régulière du présent au passé ou on ne va pas faire un grand bout dans le passé à une certaine époque dans le passé puis après ça, quand c'est complété, revenir encore plus en arrière et tout ça. On est vraiment dans... Elle part d'un point, comme si elle nous racontait une histoire en fait, comme si on était dans son salon, qu'elle nous racontait une histoire puis qu'elle disait, puis ça, j'ai entendu Triple L de Mag en parler, puis c'est vrai, ce qu'elle a dit, c'est vrai que ça donne cette impression-là. Elle parlait plus de, c'est comme si c'était structuré comme un tableau. Moi, j'irais plus avec, c'était comme narré comme une histoire. On était assis dans un salon avec elle. Elle nous dit, est-ce que vous avez entendu parler, par exemple, du fait que ce portrait-là de Klimt a été retrouvé? Puis laissez-moi vous parler de qu'est-ce qui s'est passé. Puis là, c'est comme si elle entraînait le lecteur selon le fil de sa réflexion par rapport à ça. Donc, elle nous part avec une certaine information qu'elle pense qui est essentielle pour qu'on comprenne. Puis après ça, elle nous amène à une autre époque un peu plus loin. Puis après ça, elle revient à une époque, puis tout de suite en circonvolution. Puis ça ressemble tellement à la pensée humaine quand on raconte quelque chose, qu'on a beaucoup de choses à dire en même temps, puis qu'on veut pas, qu'on veut garder l'attention de l'auditoire, mais qu'en même temps, à chaque fois qu'on développe une partie, on se rend compte que peut-être qu'il manque une autre partie dans le passé pour que les gens comprennent mieux. Puis ça peut apparaître chaotique, mais pas du tout. En fait, c'est que c'est ce qui fait, je pense, qu'on est accueilli par le texte totalement. On a vraiment l'impression d'être assis au coin du feu, de se faire raconter cette histoire-là, ce pan d'histoire-là, d'histoire de l'art, qui est bien sûr romancée. Donc, elle a fait énormément de recherches, mais ça reste quelque chose qui est une supposition de sa part. Donc, c'est super confortable comme lecture. Et c'est
quand je dis que c'est agile comme façon de structurer puis originale, c'est qu'elle choisit cette structure-là qui est absolument pas linéaire, qui a un peu le principe d'un roman choral, mais il n'y a vraiment pas de régularité quand on passe d'un personnage à l'autre. Il n'y a pas d'égalité entre les parties ou tout ça. C'est vraiment organique dans le fond, et puis ça fonctionne. On n'est pas perdu, on n'a pas besoin qu'il y ait souligné à grands traits en quelle année nécessairement on est, on replace où sont les personnages, on a hâte de savoir, on commence à faire des liens, bien entendu, avec les narrateurs, mais comme c'est pas un narrateur omniscient puis qu'on suit différentes personnes à travers le temps, mais évidemment que ces personnes-là n'ont pas toutes les informations que nous, on a, donc on fait partie aussi de la solution. Il y a des choses qu'on comprend globalement, puis que finalement, les personnages finissent par comprendre. Puis ça aussi, Triple L de Mag l'avait noté, mais c'est vrai que on est vraiment pris à partie comme lecteur dans cette espèce d'enquête-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est que si c'est raconté comme une histoire organique qu'on raconterait au coin du feu, il y a quand même un principe de, comme quand on raconte une histoire, un principe de éventuellement, c'est divisé en 3 parties, puis à partir de la 3e partie, la tension est élevée. Donc, dans le sens que je veux dire, on veut savoir qu'est-ce qui va se passer, les allers-retours dans le passé se rapprochent de plus en plus, un peu comme en cercle, comme si on était comme de plus en plus proche comme ça, puis dans le fond, c'est de plus en plus, on boucle de plus en plus, on referme le tricot de plus en plus, puis bien évidemment que ça crée dans le fond nécessairement une tension positive, mais une tension, parce qu'on veut savoir qu'est-ce qui va se passer, et ça va culminer évidemment dans un bouclage de boucle finale. C'est excellent, j'ai adoré dans le sens... J'ai pas tous aimé les personnages. Ils n'ont pas ma sympathie nécessairement, les personnages que j'ai pas aimés, mais j'ai vraiment trouvé que les personnages étaient d'une humanité incroyable. Ça donne envie de découvrir l'histoire de l'art, mais en même temps, ça amène ça justement à la vie régulière. C'est-à-dire que ça sort l'histoire de l'art des musées. Puis c'est ça que je trouve intéressant. C'est comme si ça fait en sorte que ça démocratise l'histoire de l'art. Donc, n'importe qui ne se sent pas nécessairement concerné par ça pourrait se dire « Ah, mais derrière ça, il y a un humain. Derrière ça, il y a eu, bien là, évidemment, c'est une proposition, là, mais il y aurait eu une histoire qui nous aurait mené justement à ça. » Puis c'est ça qui est fascinant. C'est une histoire dont on n'est pas capable de se détacher. Je l'ai lu en une journée. Je l'ai commencé par hasard hier matin, en me disant « Je vais commencer pour voir », parce que j'allais prendre une mini-marche. Puis après ça, j'ai pas été capable de lâcher. J'ai eu plein de déplacements à faire hier, puis je l'écoutais. Puis en plus, je dois confesser que je ne l'ai pas trouvé en lecture audio. Donc, j'ai écouté une partie de ce livre avec le système de lecture à haute voix qui est habituellement proposé pour favoriser l'accessibilité aux gens qui ont des problèmes, des difficultés à lire, donc qui ont des problèmes d'acuité visuelle. Donc, on s'entend que c'est une voix informatisée, une voix d'intelligence artificielle, donc pas nécessairement d'intonation de la mort. Puis malgré le fait qu'il y a une partie que j'ai écoutée comme ça, parce que j'étais en auto puis que je voulais absolument savoir qu'est-ce qui allait se passer, la plume est tellement bien faite que ça a réussi quand même à ne pas me faire décrocher. Puis quand je suis arrivée puis j'ai pu m'asseoir, j'ai dévoré le restant en 2 coups de cuillère à peau, comme on dit. Donc, je l'ai pris. Puis donc, c'est pour ça qu'en plus, je voulais l'avoir en papier. C'est un roman je crois qu'on peut relire, même s'il y a évidemment un suspense, dans le sens qu'au début, on ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer. Mais finalement, je me rends compte que même si on connaît ce qu'elle propose comme histoire derrière l'inconnu du portrait, c'est intéressant de relire pour voir quelle référence ça fait. Il y a évidemment beaucoup de références historiques parce qu'on va passer on va voir le 20e siècle au complet, donc on va passer par évidemment le début du siècle. On va vaguement entendre parler de l'impact de la Première Guerre mondiale. Quand même, on va entendre parler beaucoup du crash boursier de 1929, parce que ça va avoir un impact majeur sur un des personnages principaux. On va entendre parler en arrière-fond aussi de la Seconde Guerre mondiale. Et on va aussi avoir une grande partie dans le présent où on a des personnages qui sont en quête de sens. C'est un peu le point commun qu'il y a, c'est des personnages qui sont en quête de sens, puis que leur fil rouge, c'est que finalement, globalement, on comprend qu'ils vont peupler cette fameuse histoire-là, cette fameuse fresque, comme c'est mentionné à l'arrière, là, familiale-là, qui est improbable, bien pas improbable, qui n'est pas impossible, mais qui est peu probable, mais qui n'est pas impossible d'être des satellites de l'histoire derrière ce portrait-là, ce fameux portrait-là de Gustav Klimt. Donc, comme vous pouvez voir, je suis super enthousiaste. Je vous le recommande à 100%, complètement. Genre, même pas, attendez pas comme le format poche. C'est disponible dans les bibliothèques. Au pire, allez l'emprunter à la bibliothèque. Moi, j'avais eu accès en livre numérique aussi, donc c'est disponible au Québec en livre numérique.
Mais décidément, c'est un coup de cœur. Je pense que c'est dans mes... Mais je sais pas si c'est dans les premiers, parce que j'en ai quand même mis, mais c'est sûr que ça va faire partie des coups de cœur de 2024 pour moi. En tout cas, il va rester dans le haut là, de mon top 10. Donc voilà pour cette lecture que j'ai adorée, L'inconnu du portrait de Camille de Peretti. Alors, écoutez, sur ces bonnes paroles, je vais clore cette partie de vlog ici. J'espère que cette première partie de vlog de vacances vous plaît, puis que vous avez pu potentiellement découvrir des titres qui sont complètement des genres différents, comme vous avez pu constater, puis ça donnait envie de les lire. N'hésitez pas à vous manifester en commentaire si vous avez des suggestions complémentaires par rapport aux livres que j'ai proposés, si vous avez lu certains des titres que j'ai proposés. Puis, nous, de toute façon, on se retrouve tout bientôt dans la deuxième partie. Alors, on n'a plus qu'à se dire à la prochaine!